Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap, à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Yann. Moi c'est Seb. Et aujourd'hui on parle de l'Ange Rouge. Salut Yann. Salut Seb. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Ça va très bien aussi. Ouais, bonne semaine. Oui. un peu de cinéma cette semaine ou pas? Ah ouais, un peu de ciné, ouais. Ouais. Et toi de ton côté? Bah ça va. Alors, pour la première fois, j'ai expérimenté l'IMAX. Ok, d'accord. Voilà, parce qu'on le savait pas, mais à Nice, il y en a un. Alors, tu sais quoi? Parce que tu m'as envoyé une photo donc cette semaine, effectivement, avec marqué IMAX sur les murs, et que tu m'as dit donc que c'était Alain Gossière, pour ceux qui connaissent. Et j'ai posé la question à un collègue avec lequel j'ai mangé à midi, et il m'a dit justement que l'IMAX a ouvert il y a plus ou moins un mois. Donc en fait, c'est tout frais. D'accord, ok. D'où le fait qu'on n'était pas au courant de ça. Ouais. Bah voilà, j'ai expérimenté. Et alors? C'était trop bien. Ouais. Ouais, c'était cool. D'accord. Le son, déjà, il te prend comme jamais, quoi. Ça fait vibrer les sièges. Ouais. Donc, je suis allé voir La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Mhm. Ouais, c'est le 4e opus, je crois, dans le... Mais C'est ça. Ça suit pas vraiment. Hein. De toute façon, c'est un autre réalisateur et tout, donc c'est autre chose, quoi. Ouais, et puis surtout, il y a eu un énorme gap entre le 3 et le 4e. Donc Ouais. là, on est sur une autre ère. Mais après, c'est un peu la même formule, hein. Mais franchement, j'étais bien surpris, quoi. C'était très sympa. Dans la même veine, mais cool. Un bon moment. Et sinon, j'ai commencé je te raconte toute ma vie. Vas-y. J'ai commencé la J'écoute. série Fallout. Je sais pas si... Ouais, j'ai regardé aussi. T'as fini ou pas? Non, j'ai pas fini, je me suis Ok. arrêté. Ok. T'en es où, là? J'ai regardé les 4 premiers. Ouais, pareil. Il y a 3. Et il y a des trucs super cool. Et des trucs qui te chagrinent un Et peu? ouais, c'est pas que ça me chagrine, mais je sais pas, ça m'attire pas plus que ça en fait. Ouais. Alors autant je trouve qu'ils se sont énormément calqués, notamment de la part de... et j'ai pas les noms en tête des personnages malheureusement, Ouais. mais le personnage féminin dans la série, Lucy. voilà, son histoire est très calquée sur le 3e opus Ouais. de Fallout. Tout à fait. Donc en plus ça tombe bien, c'est celui que j'ai fait, que j'ai poncé bien comme il fallait. Alors c'est très joli visuellement. L'univers est bien représenté, quand même. Ouais, Ça effectivement. se voit que c'est des gens qui ont joué, qui ont aimé Fallout, qui ont fait la série, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même du fanservice qui est un peu trop gratos. Et je trouve aussi l'univers un peu trop propre, un peu trop clean par rapport à ce qu'on retrouve dans le jeu. D'accord. Je me suis pas retrouvé vraiment dans cet univers complètement dévasté, vraiment dans lequel on se sent pas bien. Ouais, mais ça vaut surtout pour le 3. Justement, tu t'es peut-être pas retrouvé dans le 3, mais je trouve que ça ressemble beaucoup au 4, quoi, déjà. D'accord. Ouais, après, je trouve que l'univers en lui-même, il est bien représenté avec le côté humoristique contrasté avec l'ultra-violent, quoi. Tout à fait. Jusque-là, j'aime bien, mais voilà, je suis pas à fond, quoi. Ok. Mais ça va, c'est sympa. Et sinon, j'ai vu, par les conseils d'un ami commun, Happiness Therapy. Ok. Avec donc Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. Bradley Cooper, exactement. Et c'était très sympa. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, et sûrement on en reparlera dans le podcast un jour. Parce qu'ils rentrent en plus dans une... Alors, c'est pas une trilogie, mais ils y rentrent dans une succession de 3 films réalisés par David O. Russell, où on retrouve justement Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. C'est le même personnage? Alors, c'est pas les mêmes personnages, mais on va dire que ce sont le même réalisateur et ces 2 mêmes acteurs avec d'autres acteurs autour, voilà, dans des histoires qui sont très différentes, mais bon, voilà, on les retrouve tous les 3. D'accord. En tout cas, ça marche super bien. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Oh, c'est une comédie romantique, hein, Oui. mais bon, c'est un peu réducteur de... Mais bon. Oui, c'est une comédie romantique, il y a un peu de drame et ça finit bien. C'est cool, mais c'est sympa. Sympa. Donc voilà pour ma semaine cinéma. Écoute, dans ce cas-là, je vais te raconter un peu ma vie aussi, puisque ça t'intéresse apparemment. Ah bien sûr. Moi, je suis en train de regarder une série qui s'appelle Them. Alors, c'est la 2e saison, la saison The Scare, qui passe sur Netflix, tout simplement. La première saison était sympa. Ça racontait l'histoire d'une famille noire américaine qui débarque dans une espèce de bled dans les années 60, donc quand il y avait encore la ségrégation, ce côté ultra raciste, etc. Ouais. Mais sur un fond d'une intrigue un peu horrifique, où il y a une espèce d'esprit, il y a une espèce de quelque chose qui ne va pas dans cette baraque autour de cette famille et qui fait qu'il se passe des choses. Bon, je ne dis rien de plus. Et la 2e saison se passe dans les années 90. C'est, on ne va pas dire la continuité de l'histoire, c'est un truc complètement différent. En tout cas, là où j'en suis pour l'instant, il n'y a aucun lien entre la saison 1 et la saison 2. Okay. J'en suis à l'épisode 6. Mais on retrouve la même actrice, qui est Deborah Ayorinde, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, qui est une superbe actrice. Je la trouve magnifique en plus. Mais c'est quoi, c'est 30 ans plus tard? En tout cas, tu te retrouves dans une ville américaine dans les années 90. Elle, c'est une flic. Dans la saison 1, elle incarnait le rôle d'une mère au foyer. Tout ce qu'il y a de plus simple, quoi. Elle, c'est une flic qui enquête sur des meurtres assez particuliers. Les meurtres, ils sont assez chauds. Il y a quelques trucs qui marchent bien. En termes de jumpscare, il y a quelques trucs qui sont assez sympathiques.
Mais surtout, j'aime bien cette série parce que dedans, il y a Pam Grier, qui est une actrice que j'aime bien, qui a fait bon nombre de films de la Blaxploitation dans les années 70, Ok. qui était voilà la femme à toute épreuve, qui avait peur de rien, qui courait, qui se battait avec un peu la sexualité mise en avant, rien d'hardcore, Ouais. rien de particulier, mais voilà quoi. La meuf, elle était bien gaulée, et donc il joue aussi un petit peu avec ça. Ouais. Donc c'est cool de la voir là-dedans avec là, quelques années en plus maintenant, mais ça va, elle tient toujours l'écran. Mais surtout, il y a Luke James, donc un acteur que je connais pas du tout, qui incarne le personnage de Edmund Gaines Ok. et qui campe alors une espèce d'acteur un peu raté. Il est même pas acteur en fait, il fait que passer des castings, mais dont la performance d'acteur, lui en termes de vrai acteur quoi, il est incroyable ce mec. Ah ouais. Ah, il passe du rire aux larmes et il y a quelques passages où en fait il passe une audition, il joue mal le rôle du mec qu'il doit interpréter, alors que dans la vie réelle de la série, Mhm. c'est ni plus ni moins que ce qu'il est. Et il y a donc cette espèce de dualité de ce personnage, ce qu'il essaie d'être et ce qu'il est en réalité, qui est bien. D'accord. Et notamment une scène, franchement, je te la conseille, je te dirai quel épisode. Ok. Il est arrêté par la police et il y a un interrogatoire. Cette scène d'interrogatoire, je pense qu'elle est rentrée dans mon top des meilleurs jeux d'acteurs, des meilleures performances D'accord. que j'ai pas vues depuis bien longtemps, quoi. Ah ouais, carrément. Franchement, j'étais sur le cul pour une série. Je me suis dit, waouh, le mec, il est ultra balèze et t'y crois, quoi. C'est très fort. Donc, ouais, si vous connaissez pas, regardez, ça vaut le coup. Il y a quelques passages qui sont chouettes. Ouais. Il y a 2-3 moments un peu frissons où ça marche bien, avec des regards et des grands sourires qui font flipper. Après, voilà, la série, elle est scalée. C'est une série Netflix. Donc, bon, il y a à boire et à manger. Mais rien que pour cet acteur-là, le top du top. Petite question pour toi alors. Mhm. Est-ce que tu es adepte du jumpscare? Pas du tout. Non. Alors, ça dépend. Je reviens sur ma réponse. Avant Vas-y. de la donner, qu'est-ce que tu appelles par est-ce que je suis un adepte? Est-ce que tu aimes bien en tant que spectateur? Est-ce que j'aime avoir peur? Est-ce que le jumpscare en particulier, Eh ben, il avoir a- peur, c'est une chose, mais le Voilà. jumpscare, c'est autre chose. C'est ça tout le truc. Avoir peur, j'aime avoir peur dans les films. C'est Ouais. comme les comédies, je regarde une comédie, c'est pour me marrer. Si Ouais. je regarde un film d'horreur, c'est pour flipper. Ouais. Le problème du jumpscare, c'est qu'il y en a qui sont très bien foutus, Ouais. il y en a qui marchent très très bien dans les films. Là où, par contre, je n'aime pas le jumpscare tel qu'on l'appelle aujourd'hui, qui est rentré dans une espèce de mouvance, on va dire, des films d'horreur, c'est le truc attendu. C'est-à-dire, quand tu arrives dans un moment où il n'y a pas de lumière, tu as un personnage qui est tout seul, tu pas de musique, tu pas de bruit, tu sais qu'il va y avoir un Ouais. truc à ce moment-là, c'est téléphoné, et quand ça arrive, bah, ça marche pas. Et puis tu te dis, bon, bah ok, c'est l'effet superflu qu'on a utilisé, et du coup, je suis pas friand des jumpscares. Ok. Mais quand ça marche et que c'est bien fait, tu te dis, ouais, là, le truc, il était là. Encore une fois, ça dépend comment c'est utilisé. C'est Ouais. une mécanique qui est tellement vue maintenant, Mm. on s'en méfie un peu, quoi. Yes. Ouais, moi, je suis pas fan en général. Mais après, tu vois, il y a des trucs. Je trouve que c'est trop gratuit comme truc. Ouais, alors C'est une effectivement. peur trop facile. Moi aussi, je peux le faire en fait. Ben c'est ça, parce que alors c'est pour ça, t'as des jumpscares où quand t'as juste le gros cri avec Ouais. le gros flash visuel au moment où tu Ouais. t'y attends pas entre Ouais, guillemets, c'est sûr que ça te fait peur. Tu peux mettre un jumpscare à tout et n'importe C'est quoi. ça. Tu fais juste un insert avec un gros bruit, une grosse image et puis t'as peur. En revanche, moi il y a des trucs qui me plaisent énormément dans les films d'horreur. On en a parlé il y a quelque temps ensemble sur Hereditary. Ouais. J'aime alors ce que je vais appeler la peur latente. Le fait d'avoir une image fixe ou en tout cas un truc que tu vois pendant toute une scène et qui est là et que tu peux pas décrocher le regard en disant putain ce truc il me fout les boules. Et il y a 2 moments dans le cinéma où j'ai ressenti cette peur-là. Ouais. Dans Hereditary très récemment avec Toni Collette quand elle est au fond d'une pièce qu'elle bouge pas Mm. et que il y a le dézoom de l'image et que tu la vois et qu'elle bouge pas et qu'elle est toujours présente et que Ouais. c'est angoissant. Et la première fois que ça me l'a fait, c'est sur le film Halloween de John Carpenter D'accord. quand on a justement Michael Myers qui débarque. Alors en fait, il débarque pas. On a Jamie Lee Curtis qui est adossée contre un mur. Elle est près de la penderie en fait. Et il y a Mhm. une porte de penderie qui est entrouverte. Derrière, c'est totalement noir. Ouais. Et là, petit à petit, dans le noir, on voit le masque blanc qui apparaît. C'est un truc qui est ultra flippant parce qu'il arrive tout doucement, Ouais. mais tu sais qu'il est derrière, quoi. Et je trouve ça encore plus efficace C'est finalement clair. qu'un jumpscare parce que c'est mieux travaillé et tu vois que voilà. Et puis, il faut que ce soit bien fait pour que ce soit efficace. Comme un jumpscare aussi. Ouais, mais moi, en fait, l'efficacité même du jumpscare ne me plaît pas, quoi, tu vois. Mhm. Même un qui est bien fait, ça m'énerve, en fait, tu vois. Ouais. De sursauter, en fait, je trouve pas ça amusant, quoi, tu vois. Mais bon, Pourquoi chacun est comme il est. Exactement. Bon, parlons de notre film d'aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas trop de jumpscare. Pas du tout. Il y a des choses effrayantes, mais Ouais. on sursaute pas. Sur une autre thématique, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'Ange Rouge, Mhm. ou Akai Tenshi. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai failli... j'ai failli me porter malade pour pas avoir à faire toute cette fiche technique Non, ça sur laquelle je vais trébucher maintes fois.
Donc c'est un film de 1966, un film japonais dont le réalisateur est Yasuzo Masumura, qui a notamment réalisé Les Géants et les Jouets en 1958, Débordement en 1959, Le Faux étudiant en 1960, Confession d'une épouse en 1961, La vie d'une femme en 62, Le soldat Yakuza en 65, La femme de Seisaku en 1965, Tatouage en 66, La bête aveugle en 69 et bien d'autres films jusque dans les années 80. Je ne vais pas énumérer parce qu'il y en a une bonne chier. Il en a fait 57. 57 films, Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal du tout. Ça fait beaucoup pour un réalisateur. Bah, il y en a qui en ont fait plus, il y en a qui en ont fait beaucoup moins. Après, c'est la qualité aussi du film. Ouais. Regarde Fincher, il en a fait 13, comme on disait la dernière fois. Ouais, Ce qui est pas c'est énorme. pas énorme. Hein. Par contre, il tape. Chaque Tarantino film qu'il fait- encore moins. Hein. Tarantino, il n'a même pas fait 10 encore. Ouais. T'as entendu qu'il veut s'arrêter à 10 Bah, c'était ce qu'il avait annoncé dès Ouais. son premier film. Il avait dit j'en fais 10, ou alors arriver à mes 60 ans. Je crois que c'était ça. C'était Ah ouais. soit mes 60 ans, soit mes 10 films. Mais, et c'est ça qui est intéressant, j'avais vu une interview de. Je crois que c'était Brad Pitt Ok. qui disait ça justement. Je sais plus quel acteur, mais je crois que c'est Brad Pitt. On lui avait posé la question, je me rappelle plus dans quelles conditions, mais ils étaient en train de parler de Tarantino. Et en gros, c'était voilà, Tarantino avait annoncé 10 films, il y est bientôt. Est-ce que c'est pas dommage de s'arrêter en si bon parcours? Et que Brad Pitt a dit, vous savez, Tarantino, c'est quelqu'un qui est très créatif. Et puis il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi les séries, il y a aussi les livres, il y a aussi la BD, il y a aussi l'animation. Il a dit, ouais, il pourra toujours faire un truc là où on l'attend pas. Ouais. Et Ou c'est pas peut-être faux quelque part. Ou peut-être il fera un 11e film. Ou peut-être hein. qu'il fera rien d'autre. Mais en tout cas, il a fait des films dont on parle aujourd'hui, dont on parle mondialement. Et Tout à fait. il y a une patte Tarantino Ouais. dans tout ça. Donc c'est un réalisateur avec lequel t'es familier ou pas du tout Lequel? Yasuzo Masumura. Ford, on était sur Tarantino, donc ouais, revenons dans l'enjeu. Oui, que Tarantino, j'imagine que t'es bien familier avec lui. Non, alors pour monsieur Yasuzo Masamura, non, je connaissais pas du tout sa filmographie. Je le découvre donc avec l'Ange Rouge. En tout cas, ce film, il est inspiré d'un bouquin de Yoriyoshi Arima, lui-même un ancien combattant d'ailleurs. D'accord. La photographie, c'est pour Setsuo Kobayashi, qui est bien sûr, on le sait, une marque de porcelaine. Qui apparaît dans un film et qui se brise à la fin. Je vais en parler après d'Usual Suspect, t'inquiète. D'accord. Il a beaucoup bossé avec Masumura tout au long de sa carrière. La musique, c'est pour Sei Ikeno, qui a notamment fait la musique de Godzilla en 54 et King Kong contre Godzilla en 62, D'accord, je savais pas. Ok, je découvre. et bien d'autres films aussi. Mhm. Je vous passe la direction artistique, l'équipe d'édition et du son. On passe au casting. Donc, on a Ayako Wakao, qui joue l'infirmière Sakura Nishi. Mhm. Elle a joué dans bon nombre de films de Masumura Oui. tout au long de sa carrière. 19 pour être exact. Très bien. Et au total, plus de 150 rôles différents et recevra 6 récompenses mineures, entre guillemets, pour ses performances. On a Shinsuke Ashida, qui joue le docteur Okabe, qui a lui aussi une grosse carrière des années 50 aux années 90. On a Yusuke Kawazu, qui joue le soldat Orihara. On a Ranko Akaji, qui joue l'infirmière Iwashima, donc celle qui gère les autres infirmières. Tout à fait. L'infirmière en chef au début du film. Exactement. Et Jotaro Senba, qui joue le soldat Sakamoto, le salopard. Tout à fait. Dont on va parler un peu plus tard. Yes. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Alors oui, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur un truc assez intéressant, donc je vais me lancer. La société de production du film, c'est la société Daiei, qui Vas-y, signifie redis-le pour voir. Daiei. Ok, très bien. Je sais pas si je prononce bien, Il n'y a mais que des voyelles dans ce Ouais, truc. ouais, alors attention parce que le nom complet c'est la Dai Nihon Eiga Seisaka Kabushiki Kaisha, Ok. qui signifie dans notre langue la Société anonyme cinématographique du Grand Japon, et qui est une société fondée en 1942 à la suite d'une réorganisation de l'industrie cinématographique par les autorités militaires japonaises. D'accord. Alors il faut savoir qu'en 1939, pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment donc le côté asiatique, donc la Seconde Guerre sino-japonaise, toutes les créations cinématographiques étaient sous le contrôle du gouvernement, avec une obligation de produire des films de propagande, ce qui était un problème pour les réalisateurs de l'époque, Ouais. d'autant plus que les pellicules vierges utilisées pour les films étaient réservées à l'armée. D'accord. Donc en gros, c'est l'armée qui délivrait le matos pour pouvoir faire des films. Donc fallait pas faire n'importe quoi. Et surtout, à partir de 1941, tous les studios de production japonaises de l'époque ont été rassemblés autour de 3 grandes compagnies, ce qui était plus facile à gérer pour l'État, avec une obligation de sortir au minimum 2 films par mois. 2 films par mois. 2 films par mois. Ok. Bref, une époque un peu compliquée pour le cinéma japonais, Oui. mais un mal pour un bien. Après la Seconde Guerre mondiale, le studio Daiei va connaître une très grande période de succès, notamment grâce à la sortie du grand Rashomon, le film de 1950 réalisé par Akira Kurosawa, Mhm. un film culte qui va ouvrir le cinéma japonais à l'international
et dont je pense qu'on parlera sûrement un jour, parce que c'est une vraie pépite. Et pour la petite mise en bouche, 3 infos par rapport à ce film. Tout d'abord, un Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1951 et un Oscar d'honneur du meilleur film étranger en 1952. Ensuite, c'est le tout premier film de l'histoire du cinéma à avoir filmé directement le soleil. Parce qu'à l'époque, il y avait une espèce de légende urbaine qui disait que si on filme le soleil, ça va faire brûler la pellicule. D'accord. Donc personne s'était essayé à ça. Kurosawa, un peu ballsy, il a dit vas-y, moi j'y vais quoi. Et alors, je pense pas qu'il a fait comme ça. Mais à la suite de ça, il s'est passé pas mal de trucs, notamment dans la réalisation de Rashomon. Ouais. C'est aussi un des premiers films dans lequel on a pu filmer en extérieur, dans des endroits sombres, sans avoir à utiliser des projecteurs ou autre. En fait, ils utilisaient vraiment la lumière du soleil avec des réflecteurs, etc., pour éclairer les scènes. Donc, chose qui est faite dans La lettre inachevée, d'ailleurs. Exactement. Mais voilà, c'est à partir de cet instant-là, plus ou moins, qu'on a commencé à développer, je ne vais pas dire une autre manière de filmer, mais d'utiliser un peu plus la lumière du soleil parce que ça faisait rien par rapport à la péloche. D'accord. Donc, d'un point de vue technique, grande avancée. Et enfin, le métrage va donner son nom, l'effet Rashomon, à un procédé narratif, utilisé aussi en psychologie d'ailleurs, celui de présenter ou de décrire une situation particulière en y incluant des variations de point de vue par rapport à des personnages qui y sont impliqués, comme Usual Suspect par exemple, ou Snake Eyes, justement Pulp Fiction aussi, plein de films qu'on connaît aujourd'hui qui utilisent donc ce fameux effet Rashomon. Très bien. Mais pour en revenir à notre film d'aujourd'hui, la DAI va également dévoiler au monde entier les talents de Ayako Wakao, donc qui interprète Sakura dans L'Ange Rouge dont on va parler aujourd'hui, une actrice qui symbolisera l'image de la femme moderne au Japon, avec, comme on disait tout à l'heure, plus de 150 rôles. Elle a fait 160 films en tout dans sa carrière. C'est une femme qui est toujours en vie aujourd'hui. Et de Yasuzo Masumura, donc le réalisateur emblématique de la Nouvelle Vague, qui collaboreront ensemble sur les 19 films dont on a parlé, dont, et je vais en citer quelques-uns à mon tour, Jeune fille sous le ciel bleu en 57, Testament des femmes en 60, Confession d'une épouse que tu as cité en 61, Tatouage également, Passion en 64 et bien d'autres. Il y en a un dans le lot qui t'a donné plus envie qu'un autre ? Franchement, Passion. Ouais. Je sais pas pourquoi, je suis tombé sur celui-là et j'ai regardé Tatouage aussi. Parce tatouage, que... moi c'est Tatouage qui déjà m'a tapé dans l'œil. On est tatoués tous les deux et c'est l'affiche du film que je trouve très belle, le Tatouage. Mais toutes les affiches sont super belles. Elles sont magnifiques. L'Ange Rouge, elle déchire. Ouais, grave. Ouais. Et différentes des autres quand même. Il y en a qui se ressemblent beaucoup d'écriture japonaise un peu partout, avec une image au milieu. Ouais. Franchement, ça tue. J'aime beaucoup regarder les affiches de cinéma, surtout les affiches d'une certaine époque. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui les affiches sont moches, c'est pas le cas. Il y a de très très belles affiches. Mais ça dépend. Aujourd'hui, on est rentré dans... Le cinéma a toujours été quelque part une industrie. Ouais. Le cinéma est un art, mais c'est également une industrie. Et je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à certains films, il y a des principes d'affiches qui existent et qu'on va respecter, qu'on va suivre. Et en fait, quand tu regardes certains films d'action, tu as toujours tous les protagonistes qui sont positionnés dans les poses dramatiques. Voilà. Et du coup, c'est un peu toujours pareil. Il y a des affiches qui en jettent. Ouais. Et je trouve que le cinéma d'une certaine époque, quand les affiches étaient faites à la main, ça avait quelque chose. Ça avait un certain cachet. C'est clair. C'est un peu la Netflixisation, tu vois. Bon, je dis ça, mais c'est pas Netflix qui a inventé le truc, qui a pas inventé le template. Pas du tout. Mais effectivement, quand tu vois un truc où tu sens le Photoshop de partout sur l'affiche, c'est plus très original, quoi. Et ça devrait vite changer, je trouve. C'est assez convenu. C'est comme à une certaine époque, on avait dans les... parce qu'on parlait de comédie un peu plus tôt, dans le cinéma français, à l'époque du dîner de con, tout ça, toutes les affiches de comédie française étaient sur fond blanc, avec les personnages en pied, l'écriture rouge. Voilà, exactement, l'écriture rouge. Donc, c'était connoté et tu savais directement, en regardant l'affiche, ce à quoi tu allais t'attendre. Mais c'est bien dommage, parce que pour moi, quand je vois des affiches comme ça, j'ai plus envie de les voir, tu vois. Après, ça me donne pas envie, ça fait un peu DC, Marvel, tout ça, quoi, qui font un peu ce genre d'affiches là, quoi, tu vois. C'est un peu aussi ce que tu vas voir quand tu vas voir ces films-là. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais à quoi t'attendre. Mais pas forcément, parce que des fois, ils vont te faire une affiche comme ça et le film sort un peu des sentiers battus. Donc, c'est pas dit qu'une mauvaise affiche va donner un mauvais film. Par exemple, malheureusement, je cite assez souvent, mais ça me vient comme ça, Annihilation. Qui, sur l'affiche, on voit Nathalie Portman avec 4 autres femmes qui ont des flingues dans la main. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et je l'ai mis et c'était fabuleux. Donc, voilà. Après, tu as aussi différents types d'affiches. Tu as des affiches de promotion, tu as les affiches de sortie, tu as ensuite les covers des DVD, des supports physiques. Tu as des variantes aussi en fonction des pays. Tu as certains pays qui vont mettre tel type d'image et d'autres qui vont mettre d'autres images. Il y en a plein des affiches. Moi, j'aime bien la prise de risque dans les affiches. Ouais, mais c'est comme pour tout. C'est une manière d'expression, finalement. Donc, le cinéma, tu as une prise de risque. Dans les affiches, tu as une prise de risque. Tu as une prise de risque dans les titres aussi. Carrément. Après, voilà, c'est un discours qui n'amène à rien. Mais voilà. Mais on l'a quand même. Mais on l'a quand même.
Très bien. Eh ben, si tu le veux bien, on peut peut-être plonger dans le film. Allons-y. Est-ce que tu veux nous raconter les grandes lignes de ce qui s'y passe? Alors, très grande ligne. Très grandes lignes. On se situe donc en 1939. On est introduit au film par la voix off du personnage de Sakura Nishi. C'est une infirmière dans une période de guerre, Ouais. donc la fameuse guerre sino-japonaise. On est catapulté en Chine, puisque les occupants sont les Japonais. Et elle, donc, va intervenir dans des hôpitaux. Dans un premier temps, au début du film, dans un hôpital où il n'y a que des soldats, on va dire, malades Ouais. ou psychologiquement atteints par la guerre. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont le rhume ou qui ne veulent pas aller se battre. Ouais. On parle pas de lâcheté, on va y revenir un peu plus tard de la lâcheté dans ce film. Ouais. Donc voilà, elle évolue au milieu de soldats qui sont en pleine santé, on va dire physique en tout cas. Et ensuite, C'est un peu son boulot aussi de déceler qui ment et qui ment pas. alors ça c'est effectivement l'infirmière en chef qui, Ouais. dès le début, Qui lui dit ça. dit justement aux 4 infirmières qui l'accompagnent en disant attention, il y a des simulateurs et le but c'est justement de renvoyer au front ceux qui sont en parfait état. Ouais. Mais de prendre soin quand même de ceux qui ont besoin. Donc elle va évoluer dans cet hôpital un certain temps. Ouais. Et Elle va se régaler. Hein. Ah, on va en parler aussi. Et on va basculer, on va dire, à la fin du premier tiers du film, Ouais. elle va aller dans un hôpital de campagne, donc beaucoup plus près des lignes de front, Ouais. où là, ça va être toute l'horreur de la guerre dans sa face, Ouais. avec des gens blessés gravement, des mutilations, des amputations, du Ah sang, oui, on est de bien la chair. servi à ce niveau. Et là, on va rentrer dans le dur. Mais dans cet hôpital, elle va faire la rencontre du docteur Okabe, Mhm. un docteur qui pratique donc la chirurgie ici. On va parler aussi de cette distinction entre le docteur et le chirurgien, Ouais. notamment de sa bouche à lui. Je trouve ça vachement intéressant dans le Mhm. film. Et elle va se rapprocher de cet homme-là jusqu'à en tomber amoureux. Et Ouais. voilà pour le synopsis. Ouais. Bah, dans un univers aussi horrible, Ouais. tu t'accroches à ce que tu peux, quoi. Et c'est là où le film est intéressant. C'est jusqu'à quel point on est capable d'accepter certaines choses et jusqu'à quel point on va aller dans ce qui est moralement acceptable, Ouais. finalement. Alors, une petite parenthèse, L'Ange Rouge, ni toi ni moi ne connaissions ce film avant le premier visionnage qui s'est passé il y a quelques jours. Du tout. Ouais. Donc on a découvert tous les deux ce film. Tout à fait. Du coup, c'est toi qui introduis le film, Oui. mais je vais te poser la question d'abord. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, j'ai bien aimé. C'est un film très dur et il y a des questions morales qui se posent. Après, j'ai pas été non plus subjugué, mais en tout cas, c'est un beau film, quoi. Tu l'as aimé, Alors, toi? Oui, j'ai aimé aussi. J'ai aimé par rapport à ce que le film nous raconte. Ouais. Cette histoire qui est dure, tu l'as dit, c'est pas un film qu'on peut ingurgiter facilement. Ouais. C'est pas un film non plus que je conseille à tout le monde. Mhm. C'est un film d'ailleurs qui est dur à conseiller puisque ça dépeint un moment de l'histoire qui est pas facile, dans une culture qui n'est pas la nôtre. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est justement les choix moraux et les choix tout court que le personnage principal fait et qui nous questionnent sur nous-mêmes quelque part. Ouais. Je trouve que le film, au niveau de la narration, il va d'un point A et il va jusqu'au point B. Ouais. Point. Il raconte une histoire. Mais l'histoire qu'il raconte, derrière, suscite une interrogation de la part du spectateur. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'ai vu le film. Il y a plusieurs fois dans le film où je me suis arrêté en me disant ok, là, Ah, mais si tu te compares à elle, c'est compliqué parce que niveau baromètre, elle est. c'est quand même assez haut en termes d'acceptation. Hein. Voilà, au niveau de la pureté, c'est. Voilà, quoi. Ouais, on est d'accord. Tu ne peux que te flageller. Mais t'as dit le mot. En fait, je trouve que le film L'Ange Rouge résume parfaitement le film. Voilà, on a affaire à un personnage qui est presque, je vais pas dire divin. Angélique. Ouais, angélique, Mhm. voilà, qui a une compassion, qui a un altruisme, compréhension, voilà, quelque chose d'assez fort, Ouais. et qui est dans le sang du début à la fin du film, et qui va morfler elle aussi. Et qui prend tout sans rechigner, quoi. Non, et surtout, voilà, qui n'est pas accablée, malgré l'humiliation, malgré la violence qu'elle va subir. Il n'y a pas le poids sur elle. Enfin, on sent un personnage léger pendant tout le métrage. Ouais, mais je pense que le mot, même si tu l'as pas accepté sur le coup, le mot divin est bien trouvé, quoi. C'est une sorte de déesse, quoi. Ouais, presque. Quelqu'un qui est capable de tout engranger et de se sacrifier quelque part. Ouais. Donc c'est quoi quelles sont les questions que tu t'es posées, par exemple? Pendant le film? Ouais, par rapport à ce qu'elle supporte. Allons-y. Parce que ça commence déjà par un viol. C'est ça. Plongeons-nous dans le film directement. Ouais. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, le film démarre, elle est catapultée dans un hôpital où il n'y a que des gens qui ne sont pas blessés physiquement. Et effectivement, elle va, à un moment donné, soigner un homme. Ouais. Cet homme va lui faire du rentre-dedans bien bourrin, mais sans aller trop loin, avec d'autres copains à lui tout autour d'elle.
en lui disant qu'elle est jolie, qu'elle est mignonne et qu'elle prend soin d'eux et que c'est une femme douce et que c'est bien, jusqu'à justement à un moment donné la cloîtrer dans une pièce et lui dire maintenant on va faire de toi ce qu'on veut, scène de viol. Devant tout le monde. Hein. Devant tout le monde. Et on est à quoi 10 minutes de film. Ouais. Et à la 10 minutes et 30 secondes, on a l'infirmière en chef, quand justement le personnage de Sakura va la voir en disant il s'est passé ça, l'infirmière en chef dit bon, tu n'es que la 4e. Oui. Donc apparemment, c'est monnaie courante dans cet environnement-là. Ouais. Alors effectivement, on est en temps de guerre, on est dans des hôpitaux, il n'y a que des hommes qui voient la fin approcher. C'est ça, qui voient la mort, qui ont peut-être des pensées horribles, des pulsions animales, tout ce que l'on veut. Après, derrière, c'est elle qui va subir toute cette rage, on va dire, des mecs, dont elle n'a pas spécialement envie, peut-être. Quoi. Ouais. Mais ce personnage-là, je ne vais pas dire qu'elle va rester de marbre, mais ça ne va pas plus l'atteindre. Non, ça va la forger un peu quand même. Hein, parce qu'on va voir qu'au fil du film, elle s'affirme de plus en plus. Hein. Plus on avance dans le film, plus elle dit non aux gens et plus elle met de barrières à ce qu'elle accepte et ce qu'elle accepte pas. Quoi. Ouais. Et ce qu'elle accepte, elle accepte totalement, 100%, mais elle sait de plus en plus dire non. Quoi. Ouais. Donc ça commence par ce viol, et ensuite, ce soldat, qui est celui qui mène l'action, il va ensuite partir au front, et il va revenir un peu plus tard, en très mauvaises conditions, blessé. Ça, c'est quand justement elle va changer de centre et qu'elle sera plus au front. Dans l'hôpital de campagne. Voilà, avec le docteur Okabe. Et le docteur Okabe va dire, bon, lui, il est trop mal en point. Il est foutu. Voilà, il est foutu, il va mourir. Quoi. Donc, laissons-le. Et elle va essayer de convaincre le docteur Okabe d'essayer de le sauver. Parce que lui, justement, la reconnaît. Ouais. Elle le reconnaît également. À ce moment-là, il y a une scène, il la supplie. Ouais. En disant, oui, supplie, s'excuse. Je suis désolé, j'aurais jamais dû, sauve-moi, je veux vivre. Ouais. Et elle, à ce moment-là, elle accepte de l'aider. Alors, parlons de cette décision-là, déjà. Ouais. Parce que c'est dur à comprendre. Quoi. Oui. Déjà, première question où on se pose à ce moment-là, à se dire... Alors, au tout début, dans la scène, justement, lui, il la rattrape avec les bras pour pas qu'elle s'en aille, parce qu'effectivement, c'est aussi un passage très dur. Hein. Le fait que quand on change de lieu, on change d'hôpital, on change également de décor. Ouais. Dans le premier hôpital dans lequel on se situe, on a une image qui est relativement lumineuse, avec de très grosses guillemets. Ouais. C'est un hôpital où relativement. Ça va, il n'y a pas de blessés. Dès qu'on arrive dans le deuxième, c'est déjà beaucoup plus sombre. Il y a un amoncellement d'hommes tous par terre. Il y en a partout. Les uns sur les autres. Ils sont tous blessés, ils sont tous en train de crier, d'hurler, ils agonisent. Il y en a qui ont des membres en moins, il y en a qui sont complètement éclatés, il y a du sang partout. Le film est en noir et blanc. Ouais. On ne voit pas la couleur rouge, mais on voit que les mecs, ils sont pas bien. Même en noir et blanc, ça pue le sang. Quoi. Ouais, c'est exactement le mot. C'est en noir et blanc, on ne voit pas, mais ça pue le sang. Cet hôpital, il est lugubre. Ah ouais. Et il y a déjà donc un changement radical au niveau du décor, au niveau de cette image. Et en plus de ça, on a, pendant tout un laps de temps, le chirurgien accompagné donc de Sakura, qui passe, on va dire, dans les rangs de tous ces corps. Et on a le chirurgien à chaque fois qui se baisse et qui dit « Ok, lui, amputation. Ok, lui, extraction de la balle. Bon, lui, il est foutu, on le laisse crever. » Des décisions lui, en 3 secondes. Il est déjà mort. Quoi. Voilà. Des diagnostics express. Quoi. On n'a pas le temps de savoir. Il faut aller vite pour, il le dit à un moment donné, le chirurgien, essayer d'en sauver le maximum. Ouais. Ce qu'on peut, on va le faire. On en reparlera des méthodes et de comment on va les sauver. Mais derrière, ceux qui n'ont aucune chance, on va pas perdre de temps. Et donc, on va les laisser tomber. C'est ce qui se passe donc pour ce soldat-là. Voilà, le soldat Sakamoto. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, le choix moral de cette personne, de l'aider à le sauver, moi, à ce moment-là, je me suis dit, là, il y a déjà un problème. Je me suis pas mis à sa place, mais je me suis dit, OK, c'est pas le syndrome de Stockholm, c'est au-delà de ça. C'est, OK, cet homme t'a fait du mal, tu es en train d'essayer de l'aider. C'est même pas qu'elle accepte le pardon. On a autre chose, en fait. On a l'impression qu'elle est passée à... Voilà, c'était du passé. Maintenant, cet homme, il est mal en point. Je suis infirmière. J'ai le devoir de l'aider. Ouais. Pour moi, c'était... Il n'y a plus d'état d'âme. Elle met complètement son corps et ce qui s'est passé avec ce gars-là de côté. Son propre chagrin. Voilà. Maintenant, c'est son devoir qu'il faut appliquer. En fait, c'est plus que ça, ce personnage. Mais pouvoir catégoriser ça aussi facilement, c'est là où je parle de divin. Ouais. C'est que quelque part... Moralement, c'est pas possible. Ouais, voilà. Subir une des pires atrocités et après totalement pardonner, et non seulement pardonner, parce que pardonner c'est facile, mais faire tout ce qui est dans son possible pour sauver quelqu'un qui nous a fait autant de mal, c'est fort, quoi. Ce qui est d'autant plus fou, c'est que la condition pour laquelle le chirurgien va aider ce soldat... Ouais, va s'offrir à lui pendant une nuit. C'est ça. En tout cas, c'est lui qui lui demande ça pour la faveur donnée, quoi. C'est ça. C'est-à-dire juste en plus pour une transfusion de sang. Voilà. Parce que derrière, c'est même pas en plus le fait de dire on va le sauver. C'est faisons-lui au moins une transfusion pour qu'il tienne un peu plus longtemps. Ouais. Il a tenu 2 heures de plus. Voilà. Parce qu'en plus, ça n'a pas marché. Il meurt, ça n'a pas marché. Et elle a accepté donc
la proposition qui est « ce soir, tu es à moi ». Ce qui est 2 fois plus chaud. Tout à fait. Et c'est pendant cette nuit qu'elle apprend à connaître le docteur Okabe un peu mieux. Peut-être qu'on va revenir là-dessus sur la relation entre elle et Okabe plus tard. On va parler du 2e acte, si on peut dire ça comme ça. Ok. Elle va être donc toujours dans ce centre-là, pas longtemps après. Elle va rencontrer le soldat Orihara, qui a été amputé des 2 bras suite à ses blessures, et qui va lui demander des petites faveurs sexuelles, vu qu'il ne peut pas les assouvir lui-même. Exactement. Chose qu'elle va accepter de Direct, bon cœur. Ouais. mais dans un laps de temps extrêmement court. Ouais. On voit effectivement qu'entre ces 2 personnages est en train de se développer, on va pas dire une amitié, parce qu'au tout début, elle va l'aider, le soigner, le nettoyer surtout, parce qu'il n'a plus de bras, il peut plus le faire. Et on va dire qu'à un moment donné, il lui dit « Est-ce que vous pouvez passer ce soir ? Parce que j'ai honte par rapport à mes camarades qui sont autour de moi, qui peuvent le faire, je me sens pas bien. » Elle accepte, et c'est effectivement pendant la nuit, après plusieurs interactions, qu'il va lui demander une faveur. Ouais. Qu'elle va faire. Ouais. Et elle va aller même au-delà de ça. C'est qu'elle va s'occuper de lui, elle va même le sortir du centre, continuer ces faveurs-là, voilà, s'occuper vraiment de lui, quoi. Alors au début, c'est lui qui les lui demande. Ouais. À la fin, c'est même elle voilà. qui s'offre directement. Encore une fois, au début, on a vu qu'elle va au-delà du pardon. Là, elle va au-delà de la demande. Voilà, de la demande, de la compassion. Elle va toujours plus loin, quoi. Et encore une fois, ça va mal finir. Parce que, donc, on a Sakamoto qui va mourir suite à la transfusion. Et ce jeune homme qui va se suicider après leur courte relation. Parce qu'on apprend que ce personnage est marié. Il s'est marié 2 mois avant d'aller au front. Ouais. Et que justement, sa condition physique actuelle, au fond de lui, il est dévasté, il est détruit. Se représenter à sa femme de cette manière-là, c'est pas acceptable. Oui, donc, et c'est surtout pas acceptable pour ce que j'ai compris. Hein. Oui. C'est pas acceptable aussi pour le gouvernement ou pour l'armée japonaise qui ne veut pas voir des hommes mutilés partir de là. Exact. Pour pas qu'on représente la guerre comme quelque chose d'abominable. Et surtout qui peut faire du mal au pays qui est en train d'envahir. Exactement. Parce que le Japon est un pays fort, puissant. Effectivement, ça aurait été une mauvaise image par rapport à ça. Ouais. Et de cette relation va naître aussi un attachement. Lui, il va lui dire à un moment donné, si je continuerai pas. Il lui dit plus ou moins d'ailleurs, pas qu'il va se foutre en l'air, mais il lui dit que sa vie va s'arrêter parce que ce qu'il a vécu ne pourra pas se reproduire et il acceptera pas, il pourra pas l'encaisser de toute manière. Et effectivement, on va le retrouver défenestré juste après la nuit qu'ils auront passée ensemble dans la ville, loin de l'hôpital. Ouais. Et donc pour elle, 2e coup de culpabilité profonde, quoi. Elle sent ça comme un échec, comme une erreur de sa part, quelque chose qu'encore une fois, elle n'a pas su contrôler, qu'elle n'a pas su gérer, quoi. Ouais. Donc non seulement elle a la compassion poussée à l'extrême, l'altruisme et tout ça, mais quand ça fonctionne pas, elle a la culpabilité qui va avec, quoi. Ouais. Effectivement, 2e échec pour Sakura, mais on n'a pas précisé ce qui s'est passé avec le chirurgien, avec le docteur Akabe, quelque temps avant. Donc on va revenir sur ce passage-là. Lorsque justement Okabe demande à Sakura de passer la nuit avec lui pour sauver la vie du soldat Sakamoto, Sakura se retrouve dans sa chambre et va commencer une conversation entre eux. Effectivement, au début de cette conversation, pour moi, je me suis dit, ok, meuf, tu rentres dans sa chambre, c'est lui le boss. En plus, il y a quand même cette hiérarchie qui est visible, justement, de par la situation entre les infirmières, les chirurgiens, les soldats, etc. Donc voilà, quand elle rentre dans la chambre, pour moi, c'était plié. Ouais. Or, il n'y a absolument pas de scène de sexe. Il n'y aura absolument rien de physique entre eux. Juste, on va avoir le chirurgien, certes avec une autorité un peu supérieure, qui va demander à ce qu'elle lui serve du vin, à ce qu'elle entretienne une conversation avec lui pendant un petit moment, et après lui demander de lui faire une injection de morphine, car pour lui, c'est la seule manière de partir, on va dire, le temps d'un instant de l'abomination dans laquelle ils vivent. Donc pour lui, c'est le meilleur moyen de dormir, comme il dit, et de s'oublier à tout ça. Chose qu'elle va accepter de faire, et juste après l'injection, il va lui dire, si tu veux passer la nuit ici, tu peux dormir avec moi, il n'y a aucun problème. Juste après l'injection, lui s'endort, elle va s'endormir sur un bout de table, petite ellipse de temps, on va la retrouver dans le lit, déshabillée, et quand elle va se réveiller, le médecin est debout, en train de la regarder, et il lui dit, t'inquiète pas, il s'est rien passé. Donc, effectivement, il y a fait une proposition qu'on pouvait voir arriver comme étant très tendancieuse, en se disant, bon, ok, c'est foutu pour elle, et au final, non. Il va commencer à naître entre ces 2 personnages quelque chose d'un peu plus fort. Oui, parce que là, c'est contrairement à tous les endroits dans lesquels on l'a vu évoluer, c'est le premier endroit où on la voit en sécurité, quoi. Ouais, alors que ça s'annonçait très mal. Ouais, voilà, c'est ça.
Et ce qui va faire qu'elle va instantanément tomber amoureuse, quoi. Ouais, alors aussi, son amour va naître parce qu'on a en face d'elle un homme, effectivement, qui va pas abuser d'elle, Mhm. qui va pas lui demander quoi que ce soit, mis à part lui servir du vin et une injection de morphine, mais qui va lui parler, en fait, de sa vie à lui, et qui va s'ouvrir un peu plus à elle. Mhm. On n'a pas un personnage qui va lui montrer de l'autorité et qui va lui dire, voilà, toi, tu es une femme, moi, je suis un homme, je suis un Ouais. soldat, donc c'est comme ça que ça marche. Ouais. On va avoir un homme qui va se confier à elle en lui disant que lui n'est qu'un docteur, mais que dans l'hôpital dans lequel il se trouve actuellement, cet hôpital de campagne, il est chirurgien, donc un niveau au-dessus. Mais c'est une condition qu'il n'accepte pas. Pour lui, c'est qu'un docteur, et justement, comme il manque de bras, ils ont mis un poste au-dessus, et cette position-là va lui permettre justement de dire, toi, tu as le droit de vivre, toi, tu n'as plus le droit de vivre, toi, je vais Ouais. te sauver, et je vais faire en sorte d'aider ces soldats qui sont très mal en point avec les moyens qui me sont donnés, c'est-à-dire pas grand-chose. Mm. Il avoue que justement, il manque de médicaments, Ouais. il manque de poches de sang, et que justement, pour la plupart du temps, sauver des blessures qui sont, on va pas dire bénignes, mais qui pourraient être soignées plus facilement, il n'a d'autre choix que l'amputation, parce que Ouais. c'est les seules options qui lui sont offertes. Et il fait de l'amputation à la chaîne, quoi. À un moment donné, il y a la voix... Sans anesthésie, quoi. Ah, sans rien du tout. Il y a la voix de Sakura, à un moment donné, en voix off, qui parle et qui dit, en 3 nuits, ils n'ont pas dormi, ils sont occupés de 150 corps et qu'ils ont découpé des membres, et qu'elle, elle en avait coupé plus d'une centaine. Mm. Donc voilà, c'est une boucherie. Bah, sur le coup, moi, quand j'ai regardé le film, quand tu fais face à cette horreur, tu te dis, mais comment tu peux continuer, quoi. Et c'est là que justement le film touche des sujets intéressants. On a un personnage du médecin qui, en apparence, est un homme froid, qui prend des décisions, qui connaît son taf. Mhm. Et justement, à côté, quand il est en intimité avec Sakura, on a un mec en fait qui n'a pas le choix, qui accepte pas ce qu'il est en train de faire parce que ça pourrait être fait d'une meilleure manière Mm. et que ça pourrait être bénéfique à tout le monde, mais il n'a pas les moyens, il peut pas faire autrement, donc il faut aller à la chaîne, il faut envoyer, et lui, ça le traumatise. Et en plus de ça, il a besoin de la morphine pour voir le lendemain, hein. Exactement, parce Mhm. que c'est trop dur à accepter. Donc Ouais. sous cette carapace d'homme de Fort, situation, ouais. Mm. voilà, en fait non, c'est pas le cas. Et on a un inversement de situation entre cette infirmière qui se fait violer, qui se fait maltraiter, mais qui finalement est beaucoup plus forte que ça, Ouais. face à un homme qui est plus âgé qu'elle et qui hiérarchiquement est plus fort, alors que derrière finalement c'est tout l'inverse. Ouais. Il y a un truc qui marche bien avec ces personnages-là, cette histoire d'amour du coup qui va naître, qui va restabiliser le personnage du docteur. C'est aussi grâce à Sakura. Ouais. Elle va trouver en ce mec-là, on va dire, un espèce de guide, en tout Mhm. cas quelqu'un qui s'est ouvert, qui lui montre une autre facette que ce qu'elle a connu depuis le début du film. Ouais. Et à côté, lui va avoir une femme forte qui va L'épaulé, hein. ouais, et qui Mhm. surtout va le ramener à quelque chose qu'il va accepter, une condition d'homme qui lui est préférable. Ouais. Ça, on en parlera un peu plus tard, c'est justement un peu avant le final du film. Ouais. Mais ouais, ce rapport est intéressant. Et ce petit moment d'intimité entre tous les deux, dans un moment beaucoup plus calme, où il n'y a pas de cris, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sang, il y a des voiles un peu partout dans cette chambre, c'est beaucoup plus aérien, c'est beaucoup moins dur visuellement. Voilà, il Plus y a lumineux tout, aussi, hein. plus lumineux Mhm. également, plus blanc. Il y a un réel contraste qui se fait avec toutes les horreurs qu'on Ouais, c'est clair. a pu voir avant. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelques scènes qui sont assez dures. Moi, Ouais. dans les films, il y a quelque chose qui me fait du mal. Mais dans le bon sens du terme, c'est abominable de dire ça. Mais voilà, quand on entend les amputations, Ouais. Ça te autant, fait grincer des dents. ouais, c'est ça. Autant les cris, c'est pas ça le pire. C'est surtout ces espèces de bruits de Ouais. scie continus où on sent que, ok, là c'est l'os, là c'est difficile, les mecs qui gigotent partout. On est quand même en 1966. Mhm. C'est une autre époque. Mais tu sens la violence de la situation et ouais, c'est des moments qui te mettent mal à l'aise. Ah, ça te met bien dedans, hein. Ça, Ouais. ça, c'est sûr. Donc, la relation va finalement être assez courte, vu qu'elle va repartir dans l'autre centre. Oui, l'ancien hôpital dans lequel elle était au début du film. On la retrouve avec son infirmière en chef. Mhm. Elle va lui poser des questions sur le docteur pour avoir un peu des informations. Ils vont un peu plus tard se retrouver. Oui. Et lui doit partir carrément au front. Oui, Mm. parce que justement, l'infirmière en chef lui dit que c'est un bon docteur, Ouais. que c'est un bon médecin qui fait bien son taf. Tout à Et fait. c'est ce qui va aussi derrière la réconforter dans le sens qu'elle tombe amoureuse d'un mec bien. Et donc, quand ils vont se retrouver, elle va lui avouer ses sentiments. Oui. Lui va lui dire que les femmes ne l'intéressent pas du tout. Exact. Que tout ce qu'il veut, c'est sa morphine et son taf. Alors, je vais pas dire que c'est son taf qu'il veut, Non. il accepte Non. son taf, mais la morphine, c'est son leitmotiv, c'est le seul truc Ouais. qui le maintient. Voilà, c'est ça. C'est le point central de sa journée, en tout cas, quoi. Ouais, il en a besoin. Et donc, c'est ce qui fait qu'il est impotent, il a plus aucun sentiment, il peut pas être avec elle, quoi. Non.
Et il lui annonce qu'il va partir au front, et elle insiste pour partir avec lui. Et elle insiste bien. Là, personne ne lui dira non, sur le coup. Et donc, ils vont partir ensemble. Oui. Accompagné d'une autre infirmière. Tout à fait. Bon, j'ai oublié le nom. Je l'ai, c'est l'infirmière Tsurusaki, interprétée par Ayako Ikegami. Très bien. Et donc, ils vont partir ensemble au front. Ils vont arriver à la base. Et là, les soldats, ils sont comme des fous. Ouais. Pour arriver des femmes, là, c'est ça. Il y a un regain d'énergie. Ouais. Par contre, là, il n'y a personne qui va la violer. Non. Là, elle ne se laissera pas faire. Bon, en même temps, à un moment donné, elle était proche de la deuxième occurrence, jusqu'à ce que le docteur rentre. Le chirurgien intervienne. Au front, ils vont arriver à une sorte de planque où il y a, je dirais, une vingtaine de soldats, quelque chose comme ça. Et donc, on va vite s'apercevoir que dans le camp, il y a pas mal d'infectés par le choléra. C'est ça. Dont une prostituée qui est là pour assouvir les besoins des soldats, quoi. En fait, il y a 2 prostituées. Effectivement, on y reviendra aussi sur ça, pas sur les prostituées, mais sur la condition de la femme, parce que c'est un sujet important dans le film. Mais effectivement, il y a des prostituées dans le camp pour justement faire en sorte que les hommes soient d'attaque. Ouais. Et donc, gros problème de choléra. Ils sont infectés les uns après les autres. C'est ça. Et donc, totalement inefficace et au bord de la mort, quoi. Et là va commencer, je pense, ma scène préférée du film. D'accord. C'est la nuit qu'ils vont passer ensemble, quoi. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que lui va vouloir son injection de morphine. Il va continuer à refuser ses avances à elle. Et elle va le convaincre qu'il n'a plus besoin de la morphine et que pour ce faire, il va falloir passer par un moment de crise intense et qu'elle va le tenir pour pas qu'il devienne sauvage, quoi. Chose qu'elle va faire pendant 5 heures d'affilée. C'est ça. Alors, après avoir vu toutes les atrocités de la guerre et d'avoir travaillé toute la journée en tant qu'infirmière, elle doit tenir le docteur pendant 5 heures. C'est tombé, c'est plus un ange, là. C'est une super héroïne, plus. Donc, après ce moment-là, il va y avoir enfin de la tendresse, de l'amour physique. Oui. Et en l'occurrence, leur dernière. Et ils le savent que c'est leur dernière parce que les Chinois vont bientôt attaquer. C'est ça. Ils sont totalement encerclés. Donc ils vont arriver, et effectivement, ils vont être complètement assiégés. Et ça va être la mort du docteur Okabe et tout le monde, sauf Sakura. Elle. Ouais. Le film termine effectivement sur une image qui est super belle. On va parler vite fait de la fin. Rapidement, comme tu l'as dit, tout le monde meurt, sauf elle, dans une image où elle est toute seule, isolée, près du corps de son amant, en train de le pleurer, en tout cas de pleurer sa perte, mais on a quand même un personnage qui est plus costaud que ça, même si... elle le savait. Moi, ce que j'ai pensé pendant toute cette nuit-là et toutes leurs discussions et tout, c'est qu'en fait, ils savaient où ils allaient. Je crois qu'il y a une phrase qui dit à un moment, c'est « à la guerre, seul le plaisir compte ». Et elle, en fait, elle va à l'encontre de ça en disant « même quand tu sais qu'il n'y a pas de lendemain, il faut prévoir à long terme ». C'est-à-dire qu'elle, elle se dévoile complètement, elle se donne à lui totalement. Pour elle, même si c'est qu'un seul jour, elle vit sa vie avec lui. Alors que pour lui, c'est un moment. Tu vois. Et c'est là où elle essaie de le convaincre et où elle réussit à le convaincre de vivre pleinement le moment, pas comme un plaisir, mais comme quelque chose de plus grand, d'un vrai désir, quoi. Je pense que lui, il savait que voilà, c'était la mort assurée, et elle le savait aussi, sauf que elle a su l'appréhender d'une manière qui faisait qu'il pouvait se rapprocher. Parce que si tu penses seulement au plaisir instantané, en fait, t'es pas vraiment là. Enfin, c'est ce que moi j'en ai tiré. Mais, Je comprends. En tout cas, oui, une triste fin, mais qui est quand même sublimée déjà par l'image. Je trouve le point de vue final, il est très beau. Elle est sur le tiers droit de l'image, toute petite, vraiment couchée contre le corps du docteur. En plus, elle a un fusil à ce moment-là, puisque c'est le moment où elle prend les armes. La seule fois du film, elle tire pas d'ailleurs, mais voilà, parce qu'il faut défendre sa vie. Lui, d'ailleurs, a le sabre, parce que justement, c'est un gradé. Et pareil, il va se battre contre une armée de Chinois qui sont prêts à en découdre, alors que lui, il a juste une arme blanche. Mais voilà, il est là en tant que leader, puisque c'est un gradé. Et d'ailleurs, je crois que tous les autres leaders sont plus là, parce que justement, tous étant malades et indisposés à se battre, c'est pour ça aussi qu'ils vont se faire liquider. Ils sont pas en état de combattre, quoi. C'est le seul qui va mener les 4 bonhommes qui restent derrière, donc un combat complètement vain. Il y a aussi ça qui est intéressant, donc rentrons maintenant dans les sujets intéressants. Il y a cette notion de sacrifice qui est soulevée pendant tout le film. Alors déjà, on est dans un film asiatique. Forcément, il y a des thématiques qui vont surgir plus naturellement. On a, pendant tout le film, de la part de Sakura et du médecin à la fin, comme on disait, cette notion de sacrifice-là, mais pas un sacrifice héroïque, comme on peut voir dans les films américains, les films modernes, à savoir un mec qui va à un moment donné tout faire pour tout exploser. Là, on a vraiment le sacrifice par rapport aux autres. Sakura, à chaque fois qu'elle endosse une responsabilité ou un choix
par exemple, de s'offrir Mhm. corps et âme à un soldat mutilé, ou d'accepter les avances de ce médecin justement pour sauver son violeur quelques temps Mhm. plus tôt. Il y a ce sacrifice, mais pour les autres, Ouais. pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Il n'y a pas derrière un acte héroïque de dire c'est grâce à moi qu'on va sauver. Ouais, ouais. Voilà, C'est le vrai sacrifice. c'est le vrai sacrifice pur et dur. Dans Il le le fait sens sciemment. asiatique. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais Ouais, pour moi, non, voilà, totalement. c'est comme ça que j'entrevois le C'est sacrifice d'un dans- point de vue asiatique. Ouais, ouais. La noblesse de l'acte, quoi. Ouais, voilà, exactement. Même Ouais. si des fois c'est questionnable. Encore une fois, moi je me serais pas, je m'offrirais pas, en tout cas, pour sauver la vie d'un mec qui m'a violé. Ouais, ouais. C'est quelque chose que j'aurais absolument pas fait. Encore plus à un parfait inconnu qui me demande la même chose finalement pour sauver une pourriture derrière. Il y a quand même, effectivement, tu as dit le mot de la noblesse et c'est même encore plus que ça, quoi. C'est clair. Un deuxième truc intéressant aussi, c'est justement la position de la femme. Alors, on est dans un film japonais. Effectivement, la position de la femme dans cet empire japonais, que ce soit avant comme aujourd'hui encore un petit peu, la position, elle est quand même bien inférieure à celle de l'homme. Ouais. Alors, c'est très hypocrite de dire ça, parce que malheureusement, la position de la femme dans le monde entier, même si dans notre environnement européen, occidental, on va dire que voilà, la femme est l'égale de l'homme, bon, Mhm. pas vraiment, quoi. Ouais. On va pas rentrer Vaste dans... débat Voilà, vaste débat, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que d'un point de vue... Alors, culturel. Ouais. je vais sûrement dire une énormité, mais quand je pense au geisha, quand je pense à la femme japonaise, j'ai cette vision de la femme soumise. Oui. Alors, il y a plusieurs degrés de soumission, mais voilà, on a à chaque fois la femme qui est bien en dessous, d'un point de vue hiérarchique, d'un point de vue par rapport aux Ah, c'est traditions, les par hommes qui rapport à la décident, culture. hein, clairement. Exactement, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau Familial. exactement, il y a quand même la femme, elle est en dessous. Ouais. Dans ce film, on a une infirmière qui est en dessous des médecins. Ouais. Par rapport aux soldats, bon, bah, il faut qu'elle les soigne, Mhm. mais c'est elle la femme forte. C'est Ah bah elle ouais. le personnage fort du film. Ah bah, elle vole au-dessus de tout le monde, elle. Mais à tous les niveaux, Mm. que ce soit dans la profession, puisque mine de rien, elle lâche rien, elle accepte tout, elle accepte de tenir les hommes pendant qu'ils se font amputer, elle accepte elle-même d'amputer, elle fait des transfusions, elle fait tout un tas de trucs, elle accepte de se soumettre corps et âme au moindre désir de ces soldats qui sont Ouais. au bout de leur vie, de ce médecin aussi. On a vraiment une femme ultra balèze, qui même Ouais. la condition humaine, C'est elle s'envole, quoi. À côté indescriptible. là, voilà, c'est bien au-delà. Donc ouais, il y a ce sujet, la position de cette femme de par rapport à cette situation de guerre. Ouais. La femme en temps de guerre, on va dire, voilà, tu prônes le soldat, tu prônes l'homme d'une certaine Ouais, manière, c'est clair. pas tant la femme. C'est un point de vue intéressant par rapport au film, mais aussi d'un point de vue culturel, Ouais. de l'avoir mis sur un piédestal plutôt que les autres hommes qui sont au final, en plus d'être, qui lui sont inférieurs, ont en plus des traumas, des problèmes. Il y a même le docteur n'a plus d'estime pour lui-même. Ouais. Pour lui, il le dit à un moment donné, je ne suis pas un homme. Je parlais tout à l'heure de lâcheté. Mhm. C'est quelque chose qui n'est absolument pas explicité dans le film, mais au tout début, quand on a l'infirmière en chef dans le premier hôpital qui parle justement des malades en disant faites attention à ceux qui fraudent pour ne pas aller au front, très clairement, c'est justement des lâches d'une certaine manière. Pareil, dans l'univers culturel asiatique, c'est un truc qui n'est pas acceptable. D'où le fait aussi qu'à un moment donné, ce soldat mutilé refuse de retourner chez lui, justement, Mhm. pour ne pas mettre aux yeux du monde entier, notamment aux yeux du Japon, quoi, le fait que la guerre, c'est moche et la guerre, ça peut se passer comme ça. Ouais. Donc il y a aussi derrière le fait de dire, voilà, il vaut mieux se sacrifier plutôt que de montrer ce qui se passe vraiment. Mais je trouvais que c'était très intéressant de voir la guerre du côté féminin, quoi. Et Oui, de dire exactement. qu'en fait, que la guerre n'affecte pas que les hommes, quoi. Exactement, Ouais. bien sûr. Les conditions de Sakura sont horribles, quoi. Ah oui, bien Horribles. sûr. Et ce qu'elle vit, c'est... Alors, je dirais pas que c'est pire que ce qu'ils vivent au champ de bataille, mais en tout cas, pour eux, ça s'arrête. Et elle, elle, c'est continuel. C'est des cadavres et des cadavres empilés qui arrivent tous les jours, quoi. Et c'est des choix à faire qui sont Ouais. durs, de dire, toi tu vis, toi tu meurs. Ouais. Et même si tu es encore en vie en ce moment et que on peut rien faire pour toi, on te met même pas un sédatif, rien du tout, tu Ouais. vas agoniser pendant des heures et puis de toute façon, pour toi, c'est game over. Ouais. Donc, ce passage-là aussi, il est dur de te dire, waouh, là, ça s'est vraiment passé, quoi. Ouais. Ça se passe encore, malheureusement. Il y a peut-être encore des trucs comme ça. Bref, la guerre. Et s'ajoute à ça la testostérone et la libido des hommes et justement le fait qu'ils se sentent supérieurs et qu'ils voient la femme comme cet objet. Et elle, malgré ça, continue à donner d'elle-même et à donner tout ce qu'elle peut, quoi. Ah, et sa position, elle, de femme, d'infirmière, ouais, c'est vraiment pas un cadeau, quoi. Ah non, c'est clair. C'est Mais vraiment, elle le fait vraiment complexe. Elle le fait tellement sans rechigner. Il y a pas d'arrière-pensée, quoi. Non. À part répéter ce qu'on a déjà dit, c'est presque divin, quoi. Mais c'est ça. Comme Au sacrifice, quoi. Au milieu de ce... Alors, c'est pas le champ de bataille parce que pendant tout le film, à aucun moment, on ne voit justement la guerre physique.
On ne voit que le résultat de cette guerre. Et en plus de ça... Qui nous en dit bien assez, d'ailleurs. Hein. Qui suffit largement. Alors, on est en 66, donc c'est après-guerre mondiale. Ouais. Le Japon s'est pris quand même 2 bombes sur la tête. C'est intéressant aussi de voir un film fait par un pays qui était l'occupant de cette guerre sino-japonaise, montrer les conditions justement de ce qu'il y a derrière le rideau de la guerre. Je trouve ça intelligent de l'avoir montré. On a des gens qui souffrent, parce que la guerre c'est moche pour tout le monde, mais au final c'est pas les gentils, on va dire, dans l'histoire, hein. Non, mais au final, de gentils, de méchants, on s'en fout. Du côté de la Chine, c'était pareil, hein, exactement, c'est pareil pour tout le monde. Mais le truc, c'est que c'est la même chose dans le film, dans leur petit univers à eux d'hôpital. C'est-à-dire qu'elle, à un moment donné, elle va secourir, parce que c'est son devoir, un mec qui lui a fait du mal. Il n'y a plus de notion de bien, de mal. Ce personnage, il flotte au-dessus de tout ça. C'est un brin de lumière au milieu de toute cette obscurité, de tous ces cadavres. Et il n'y a plus de... Voilà, la balance, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est gentil, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Lui, il est méchant, moi je suis... Il n'y a plus tout ça. Il y a des hommes qui sont dans un moment abominable, qu'il faut soigner, ou en tout cas qu'il faut accompagner le plus possible. Voilà, le mot juste, c'est ça, c'est un accompagnement en fait, plus que un sauvetage. Ouais, c'est clair. Donc on a ce personnage d'une femme qui est violée, qui est humiliée, mais qui comprend, qui pardonne, et on a cette figure sublime du sacrifice et de l'abnégation de la part de Sakura. C'est le personnage qui va apporter un peu de vie à ce monde où il n'y a plus rien, quoi. Ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, ça se voit visuellement, quoi. Dans ce centre atroce, là, où il y a que... Voilà, c'est très noir, très sombre. Elle, c'est le seul point de lumière, quoi. Oui, elle est toujours en blanc, elle est toujours, on la voit, elle contraste beaucoup avec le décor autour d'elle. D'ailleurs, parlons-en, les décors sont super beaux. Il y a vraiment un contraste entre le premier hôpital et le deuxième, comme on a dit. Même le troisième, à la fin, sur ce champ de bataille, il y a toujours des cadrages qui sont beaux. Très peu de mouvements de caméra. La caméra est relativement lente. Il y a c'est statique, de très courts travelling, beaucoup de plans cadrés, statiques, qui ne bougent pas, mais l'image à chaque fois est impeccable. Le noir et blanc du film, il magnifie l'image à chaque fois. Il y a quelques plans qui sont super beaux. C'est subtil, c'est pas quelque chose où on se dit, ok, là, il y a un chef-op qui a fait un boulot extraordinaire, mais tout le film tient... C'est pas la lettre inachevée, mais non, c'est pas la lettre inachevée, mais c'est beau. Visuellement, c'est beau. Et elle est superbe. Elle est cette actrice, elle est top. Pareil, un truc qu'on n'a pas dit, le film parle de sexualité, qu'elle subit, qu'elle accepte, des moments qui sont atroces et des moments qui sont beaux, mais le film a beaucoup de pudeur. À aucun moment, on ne voit de la nudité. C'est vrai. Il n'y a aucune scène qui sont choquantes, il n'y a rien du tout, c'est toujours sous-entendu. Mais c'est comme la violence, quoi. Tout est sous-entendu. Tout est sous-entendu. Il n'y a rien de visuel. Par contre, tu te prends tout dans la gueule. Les morts, les cris, tout ça, tu les prends dans ta face. Et la scène d'amour entre elle et le médecin, c'est très, très joli, c'est très... Justement, c'est subtil et t'as pas besoin de plus pour comprendre ce qu'ils vivent. Et... Tout à fait. Le film est très beau à ce niveau-là. Pareil au niveau de la musique, on n'en a pas parlé. C'est vrai. La musique, elle est très... Second plan, quand même. Ouais, mais à chaque fois qu'elle est là, il y a toujours un petit truc. Il Ouais. n'y a pas véritablement de musique dans les scènes de violence, on va dire. Il y a un son qui accompagne justement la voix off du personnage quand elle parle du nombre d'amputations qu'elle a fait, de tous les corps qui sont mis de côté. Il y a de la musique qui accompagne l'ambiance. Et je trouve que la musique, c'est pareil. Tu l'as dit, elle est en second plan, mais elle est présente. Elle est un peu plus perceptible quand ils sont que tous les deux. Il y a un moment de calme qu'on ressent davantage. Mais effectivement, la musique accompagne ces instants-là. En tout cas, elle les rend plus intenses. Ouais, elle les magnifie. Le film est bien fait à ce niveau-là. Il n'y a rien de trop à chaque fois. C'est toujours dans la retenue, mais ça le fait bien. Totalement d'accord. Alors, est-ce que c'est un film que tu conseillerais ? Oui. Au même titre que Julien, qui nous l'a conseillé lui-même. Alors, oui, c'est un film que je ne conseille pas à tout le monde, même si c'est un film qui raconte une histoire, qui part d'un point A, qui va jusqu'à un point B, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, il faut quand même se dire qu'on va regarder un truc où c'est assez costaud. Même si le film n'en montre pas trop, c'est pas de la violence gratuite. Disons qu'à un moment donné, tu vois des seaux avec des bras et des jambes amputés dedans. Ouais, et puis l'ambiance, elle est quand même lourde, elle est quand même pesante. Et ce qu'on ressent, ce que le film nous suggère et le questionnement qu'on peut se poser, nous, par rapport à la condition de ce personnage-là, voilà, quoi, c'est... Ah, c'est dur. Hein. C'est pas évident. Par contre, effectivement, c'est beau. Et moi, c'est ça qui m'a plu dans ce film-là. C'est tout ce que le film suggère derrière. Et surtout, en ayant gratté un petit peu, pour justement préparer ce podcast,
Le fait de, on l'a dit juste avant, hein, entre ce qui s'est passé, les événements de cette époque-là, plus la culture du pays, et de voir qu'on est capable de sortir des films pareils en dénonçant clairement, c'est un film d'anti-guerre finalement. Ouais. Après, tous les films qui montrent la guerre, finalement, nous expliquent les travers et que en fait, c'est pas bien. Ouais. Je connais pas beaucoup de films qui prônent la guerre. Non, exactement. Puis après, c'est une phrase toute faite de dire la guerre, c'est mal. Oui, Ouais. ça, on le sait, mais malheureusement, c'est Non, ainsi. mais moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est le point de vue féminin, justement, Ouais. qui montre ça sous un nouveau regard, quoi. Qui est d'autant plus intéressant que c'est le Japon qui le met en avant. Oui. Et encore une fois, j'ai rien contre Ouais. les Japonais, bien au contraire. Non, mais c'est intéressant. Et c'est... de dire que justement, la condition de la femme au Japon, c'est particulier, c'est partout pareil dans le monde. Mais oui, de mettre en avant un type de personnage, en plus infirmière, on n'a pas l'habitude de voir dans les films de guerre, justement, autre chose que des soldats. Donc là, de le voir, de voir une atrocité, une abomination et des décisions qui sont prises dans un cadre comme celui-ci, ouais, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de voir. Et par rapport à ce que je disais, par rapport au fait qu'ils savent qu'ils vont mourir, oui. Pourtant, elle voit l'amour comme quelque chose à long terme et quelque chose d'absolu, quoi. Je trouve qu'il y a une belle leçon à en tirer. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est que c'est vrai. Même si t'es pas sûr de ce qui se passe demain, on voit les choses en grand. Tu vois. Si tu vois les choses en grand, t'as une genre de vague qui s'empare de toi et qui peut te faire aller plus loin que si tu vois juste le simple plaisir instantané, quoi. Voilà, c'est ma petite leçon du film. Mais le film montre une grosse part d'humanité, même là où il n'y en a plus. Le champ de bataille, il n'y en a pas, même s'il peut y avoir de la fraternité qu'on a pu voir dans d'autres films, dans d'autres œuvres qui parlent de guerre, justement. Là, on a une humanité qui est différente et surtout par rapport à un contexte qui est encore plus abominable, surtout pour une femme. Mais voilà, le fait à un moment donné de, je vais pas dire de mettre de côté ou d'oublier, mais d'aller de l'avant et d'ouvrir les bras pour justement faire en sorte que ça aille mieux malgré ce qu'on a pu subir plus tôt. Ouais, il y a aussi une leçon à tirer par rapport à ça. En tout cas, oui, soyons un peu plus comme Mademoiselle Sakura. Même si c'est pas évident et qu'il faut des épaules super larges pour le supporter. Très bien. Autre chose à dire sur ce film ou on passe au film que tu vas me suggérer pour la semaine prochaine ? Je pense qu'on a fait un bon tour sur celui-ci. Regardez-le, ça vaut le coup. C'est intéressant, c'est beau. Et merci Julien. Oui, parce qu'en plus, ça me donne envie de regarder d'autres films de ce duo réalisateur-actrice. Carrément. Qui apparemment, elle est forte, elle. Hein. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Elle est parfaite pour le rôle. C'est un petit ange. Hein. Ah ouais, mais c'est ça. Et puis il y a, même de la part de tous les personnages, après c'est très japonais. Il y a beaucoup de retenue dans le jeu. Il y a beaucoup de retenue dans ce que le film nous montre. Il montre des choses dures, mais il y a aussi de la subtilité, je dirais. C'est quelque chose que j'ai dit, par exemple, dans 2 minutes plus tard. Où j'ai dit que des fois ça manque un peu de ça. Tu vois, je trouve que pour ce film japonais-là, je trouve qu'il y en a beaucoup plus et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et puis il y a aussi à cette époque des films japonais. Alors, pas à cette époque, dans les années 60, mais il y a tout un pan du cinéma japonais où justement l'érotisme était vraiment mis en avant. Je pense notamment à un film japonais, franco-japonais d'ailleurs, qui est l'Empire des Sens, en 76, où là, très clairement, les corps, on les voit, les actes, on les voit, c'est beaucoup plus du rentre-dedans que de la subtilité. Je trouve que l'Ange Rouge est top à ce niveau-là. Ils ont bien fait de rester un peu loin de ça, parce que le film n'en a pas besoin du tout. Non, pas du tout. Et justement, je trouve qu'il est encore plus dur, justement, parce qu'on ne voit rien. Et ça nous laisse, nous, penser, imaginer, et du coup, se faire... En fait, on joint les scènes entre elles, quoi. On comble les vides. C'est ça. C'est intéressant c'est de ce point intelligent. de vue-là. Voilà. Du coup, ça me donne effectivement envie de regarder d'autres films, et je pense que Tatouage, je me ferai un de ces 4. Allez, allons-y. Ça marche. Donc, qu'est-ce que tu vas me proposer pour la prochaine fois ? Alors, pour la prochaine fois, on va, comme nos précédents swaps, rester un peu dans cette thématique de guerre, mais en essayant de ne pas voir la guerre d'un point de vue le front, la guerre dure, comme on a pu le voir dans Le Soldat Ryan, Le Jour le plus long, tous ces films-là. Je te propose de regarder la prochaine fois La Colline des Hommes Perdus, ou The Hill en anglais, un film américano-britannique de 65, réalisé par Sidney Mulet, que tu connais parce que c'est le réalisateur de 12 hommes en colère, que tu aimes bien. Oui, je l'adore. Avec Sean Connery et Harry Andrews, entre autres, qui est plus ou moins un huis clos. En tout cas, ça se passe... Tu as titillé mes sens. C'est pour ça, quoi. Ça se passe dans un seul endroit, qui est une prison militaire. D'accord. Et j'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Tu me diras ce que tu en as pensé la prochaine fois. Plaisir de faire ça, alors. Très bien. Donc sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires ou un petit message à nous faire passer, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou alors
à l'ancienne, par mail à l'adresse cinémanonyme@gmail.com et on sera ravis de vous lire. Au prochain épisode, Yann nous dira ce qu'il a pensé de La Colline des Hommes Perdus et me proposera un autre film dans la foulée. D'ici là, prenez soin de vous et on vous dit à la semaine prochaine. À plus.